205 jours de guerre à Gaza, 130 otages toujours captifs. Leurs vies sont menacées comme celles de plusieurs milliers de Palestiniens, bombardés, privés d'eau potable, de nourriture et de médicaments. Selon un dernier bilan du Hamas, 34 454 personnes ont été tuées. On compte aussi plus de 77 000 blessés. Le président de l'autorité palestinienne appelle les États-Unis à empêcher, je cite, un désastre à Rafah. Il est en ce moment à Riyad, en Arabie Saoudite, où se tient le Forum économique mondial. On l'écoute. Nous appelons les États-Unis d'Amérique et Israël à stopper l'opération sur Rafah, parce que les États-Unis sont le seul pays capable d'empêcher Israël de commettre ce crime. Tous les Palestiniens de Gaza sont concentrés dans la ville de Rafah et ce coup fatal suffirait à les faire tous partir. Et ce serait le plus grand désastre de l'histoire du peuple palestinien. Et nous espérons qu'Israël se retienne et s'abstienne de mener cette attaque. Et puis Karim Yayaoui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour à vous Karim, Bonjour. merci d'être là. On le disait, ce forum, cette rencontre à Riyad, elle est forcément dominée par la guerre à Gaza et on attend la réponse du Hamas quant à la contre-proposition d'Israël. C'est vrai, on attend cette réponse. On attend en réalité depuis des semaines, depuis des mois, que des négociations puissent aboutir à une trêve et à la libération d'otages d'un côté et de prisonniers de l'autre. On est en train d'en parler à l'instant sur ce plateau. Il faut retourner à l'hiver dernier pour qu'il y ait eu une trêve unique. À ce moment-là, on espérait que ça pourrait éventuellement se reproduire, mais à chaque fois, impossible d'arriver à un accord entre le Hamas et Israël. Du côté du Hamas, on a clairement indiquer la teneur des négociations et ce qu'on voudrait voir aboutir, notamment un accord qui garantisse un cessez-le-feu permanent, le retour des déplacés, un arrangement acceptable en ce qui concerne l'échange de prisonniers palestiniens contre les otages israéliens. On sait que le bras droit de Yahya Sinwar fait partie de cette délégation. En tout cas, on sait que le Hamas avait insisté précédemment sur un cessez-le-feu permanent et c'est un des éléments qui rendait les négociations complexes puisque Israël ne voulait pas en entendre parler et évoquait plutôt une pause de plusieurs semaines dans les combats. Alors les détails de la contre-proposition israélienne n'ont pas véritablement fuité. On sait tout de même que les médias israéliens ont évoqué le fait que dans cet échange, il pourrait y avoir une vingtaine d'otages qui seraient libérés et qui seraient ce qu'on appelle des cas humanitaires. Le Hamas, de son côté, a diffusé, on l'a vu ce week-end, des images de deux otages israéliens. Alors l'objectif est clair, c'est une façon de peser sur ces négociations. Et d'ailleurs, à peine ces images avaient-elles été diffusées que des manifestants se rassemblaient appelant Benyamin Netanyahou à négocier avec le Hamas. On sait aussi que le moment est inquiétant pour les Palestiniens du côté de Rafah, puisque les éléments les plus extrémistes du gouvernement Netanyahou, notamment Bezalel Smotrich, le ministre israélien des Finances, refuse l'idée qu'il n'y ait pas d'offensive sur Rafah. Il a même mis l'équilibre du gouvernement sur la balance en faisant une espèce d'ultimatum à Benyamin Netanyahou. On sait que Benyamin Netanyahou considère que Rafah, selon lui, est le dernier bastion du Hamas et qu'il faut entrer dans Rafah. Et l'inquiétude est vive. On a entendu notamment Mahmoud Abbas, dont l'influence est extrêmement limitée, puisqu'il a perdu beaucoup de sa crédibilité ces derniers mois et même ces dernières années, a indiqué que seuls les États-Unis pourraient empêcher ce massacre à Rafah. En tout cas, la situation est critique pour les Palestiniens. Selon l'ONU, je vous donne ce dernier élément pour conclure, il faudrait 14 ans pour déblayer la bande de Gaza de ses débris et des bombes non explosées. 14 ans alors que cette offensive sur Rafah n'a pas encore eu lieu. Et au-delà de Rafah, les craintes d'un embrasement dans la région, c'est à ce propos que le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, s'est rendu ce dimanche à Beyrouth. Il espère désamorcer le conflit. On va l'écouter, on se reparle. Nous faisons des propositions, y compris ici à Beyrouth, aux autorités politiques pour pouvoir stabiliser cette zone, stabiliser l'escalade et éviter la guerre aussi au Liban. Ça veut dire qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités et que tout le monde évalue aussi le contexte et la situation comme grave. Et donc je suis venu ici pour la constater
et j'irai à Beyrouth voir les autorités politiques pour constater cette situation et faire des propositions et parler de ces propositions avec les autorités israéliennes et libanaises. Voilà pour cette déclaration du ministre des Affaires étrangères. Deuxième visite d'ailleurs à Beyrouth. Deuxième visite à Beyrouth, on a entendu Stéphane Séjourné expliquer qu'il allait voir les autorités politiques à Beyrouth, notamment Najib Mikati, mais on sait que c'est un gouvernement démissionnaire dont les pouvoirs sont extrêmement limités. La tâche est immense que de vouloir trouver une posture d'apaisement du côté du Liban. La tension n'a fait que s'accroître ces derniers temps, notamment depuis l'attaque du consulat iranien en Syrie, que de nombreux observateurs ont attribué à Israël, même si elle ne revendique pas ses frappes sur la Syrie. Et puis, il y a eu la riposte israélienne avec des centaines de projectiles lancés sur Israël. On constate que le volume d'échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah a été multiplié par 2 depuis le 13-14 avril. Depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas, les choses ont évolué. Côté Hezbollah, les attaques contre Israël se font de plus en plus complexes. Et puis, côté israélien, on frappe de plus en plus profondément à l'intérieur du territoire libanais. En tout cas, du côté du ministre français, Stéphane Séjourné, il sera question d'une résolution dont on parle beaucoup, la résolution 1701. Un certain nombre de pays voudraient qu'elle soit acceptée, alors qu'elle soit appliquée. Alors, c'est quoi cette résolution ? C'était une résolution qui a été votée en 2006, après la guerre qui a opposé Israël au Hezbollah. Elle prévoit une espèce de zone tampon où le Hezbollah reculerait à peu près de 30 km, mais ça n'a jamais été véritablement appliqué. Il y avait une relative stabilité et du côté israélien, on n'a pas cherché à ce qu'elle soit appliquée. Et puis du côté du Hezbollah, on considérait que les Israéliens ne s'étaient pas retirés d'une zone qu'on appelle les fermes de Sheba, qui est disputée et qui se trouve à la frontière entre la Syrie, Israël et le Liban. Aujourd'hui, Israël veut que cette résolution soit appliquée. C'est hors de question pour le Hezbollah, parce que cette zone est un fief chiite et qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas à reculer. Alors les efforts français consistent à tenter de faire passer l'idée que cette zone devrait être occupée par des militaires de la FINUL et des militaires de l'armée régulière libanaise. Mais ça sera extrêmement compliqué à imposer. Ça fait des années qu'on l'évoque sans que véritablement on ne parvienne à un accord sur cette question. Merci beaucoup, Karim. Merci pour cette analyse et ces éléments de compréhension autour de cette guerre qui est entrée dans son 205e jour. Merci à vous.